Jusqu'où peut-on aller pour défendre sa foi avant de devenir soi-même un monstre? C'est une question qui sent la rouille, le sang et l'encens brûlés. Elle est née dans la poussière d'une terre que 3 religions appelaient sainte et qu'aucune n'arrivait à posséder sans la souiller. Fin du XIIe siècle. Le siège d'Acre, un chaudron de mort où les armées chrétiennes se brisent contre les murs de la dernière grande forteresse musulmane du royaume de Jérusalem. L'air est un mélange poisseux de cris, de puanteur de la gangrène et de prières désespérées. Dans ce carnage, des marchands venus de Brême et de Lübeck, témoins de l'agonie des pèlerins et des soldats germaniques abandonnés, créent une petite confrérie hospitalière. Leur première maison, une tente faite avec les voiles de leur navire. Leur mission, soigner, panser les plaies, donner de l'eau, murmurer des mots de réconfort aux mourants. Ils sont l'hôpital de Sainte-Marie des Allemands de Jérusalem. Des guérisseurs, des frères de la charité. Mais dans un monde où la lame parle plus fort que la compassion, combien de temps peut-on rester simple guérisseur? La main qui bandait les plaies apprenait à manier l'épée, et bientôt, elle ne sut plus faire la différence. Le tournant s'opère lorsque le pape Célestin III, en 1196, transforme la confrérie en ordre militaire. Une bulle papale, quelques mots sur un parchemin et les médecins deviennent des soldats. 2 ans plus tard, une nouvelle bulle du pape Innocent III leur accorde les mêmes privilèges qu'aux Templiers et aux Hospitaliers. Soudain, ils ont le droit de porter la croix noire sur un manteau blanc, de lever des impôts, de construire des forteresses. Et surtout, ils ont le droit de tuer au nom de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Un ennemi qui veut vous tuer ou un frère dans la foi qui vous oblige à tuer au nom de Dieu? Pour ces premiers chevaliers, le conflit était intime, terrible, le serment d'Hippocrate contre l'ordre du Christ. Leurs journées se scindent en 2 réalités schizophrènes. Le matin, ils amputent une jambe infectée dans leur hôpital de campagne. L'après-midi, ils en tranchent une autre sur le champ de bataille. Ils sont venus pour soigner les corps, mais sont restés pour mutiler les âmes, et ils ont appelé cela une mission sacrée. Leur baptême du feu en tant que guerrier est brutal. Ils participent aux dernières convulsions des croisades en Terre Sainte, apprenant la cruauté sur le tas. Ils voient la politique empoisonner la foi, les rois chrétiens se déchirer entre eux pour des lambeaux de terre aride. Ils comprennent vite que la piété seule ne garantit ni la survie, ni le pouvoir. Le pouvoir vient de la terre, des châteaux, de l'or. Leur premier grand maître, Heinrich Walpott von Bassenheim, est un administrateur pragmatique. Il sait que pour faire vivre un hôpital, il faut de l'argent. Et l'argent, dans ce monde, se prend par la force. L'ordre commence à accepter des dons, des terres, des seigneuries en Europe. Loin du sable et du soleil de la Palestine, une base logistique se met en place, un réseau économique qui financera bientôt une machine de guerre. Ils apprennent à être aussi redoutables dans les salles de conseil que dans la mêlée. L'épée est un outil, mais la plume qui signe un acte de propriété en est un autre, plus durable. Puis vient l'année 1291, Acre tombe, c'est la fin. Le dernier bastion chrétien en Terre Sainte est submergé par les Mamelouks. La scène est apocalyptique. Les chevaliers teutoniques se battent jusqu'au dernier homme pour défendre leur quartier, leur forteresse au bord de la mer. Ils meurent en martyrs, c'est certain. Mais leur mort signe l'échec de 2 siècles de croisade. Le rêve de reconquérir Jérusalem s'évanouit dans le sang et les flammes. Les survivants s'enfuient, emportant leurs reliques, leurs trésors et surtout une amère leçon. La Terre Sainte est perdue. Leur raison d'être originelle a disparu. Un ordre de moines guerriers créé pour défendre les pèlerins en Palestine n'a plus de sens quand il n'y a plus de pèlerinage à défendre. Ils sont une solution à un problème qui n'existe plus. Pour survivre, ils doivent se réinventer. Ils doivent trouver un nouvel ennemi, un nouveau champ de bataille, un nouveau prétexte pour exister. Pourriez-vous rester humain alors que votre monde entier exige que vous deveniez un monstre? L'ordre chassé de son berceau devient une bête en quête d'un nouveau territoire à dévorer. Le Proche-Orient les a vus naître, l'Europe de l'Est les verra grandir. La quête d'une nouvelle mission commence et elle sera bien plus sanglante que tout ce qu'ils avaient connu. Ils ont perdu leur maison, mais ils ont trouvé leur vocation, la conquête. Leur centre névralgique se déplace à Venise, plaque tournante du commerce et de l'intrigue. C'est là
au milieu des canaux et des palais des doges, qu'ils reçoivent une proposition qui va changer leur destin et redessiner la carte de l'Europe. Une invitation venue des terres sauvages et brumeuses de l'Est. Le roi de Hongrie a un problème, et il pense que ces moines soldats allemands sans attache sont la solution. Il se trompait lourdement, ils n'étaient pas la solution, ils étaient le commencement d'un problème bien plus grand. Le vrai péché est-il de tuer pour Dieu ou de laisser mourir sa foi? Partagez votre sagesse obscure dans les commentaires. On lit tout, surtout les âmes tourmentées. Cette nouvelle terre se présenta sous les traits d'une invitation royale, celle du roi André II de Hongrie en l'an 1211. Ses frontières sud-est en Transylvanie sont pillées par les Coumans, un peuple nomade de la steppe, païen et féroce. Le roi a besoin d'un bouclier, d'une force de frappe capable de pacifier la région. Il offre aux chevaliers teutoniques le Burzenland, un territoire sauvage en échange de leurs services. C'est une opportunité inespérée. Une terre à eux, ou presque. Une mission claire. Le grand maître de l'époque, Hermann von Salza, un diplomate de génie, accepte. Il envoie un contingent de chevaliers. Pour eux, c'est une répétition générale. La Transylvanie sera leur laboratoire, le lieu où ils testeront les méthodes de colonisation et de conquête qu'ils perfectionneront plus tard. Ils arrivent non pas comme de simples vassaux, mais comme des entrepreneurs de la guerre sainte. Ils ne viennent pas seulement pour défendre, ils viennent pour construire, pour posséder. Ils furent invités comme des chiens de garde, mais se comportèrent en loups, et on ne partage pas son royaume avec les loups. Dès leur arrivée, les chevaliers démontrent une efficacité terrifiante. Contre les raids rapides et imprévisibles des Coumans, ils n'opposent pas une simple défense passive. Ils érigent en un temps record 5 châteaux en pierre, dont la formidable forteresse de Marienburg, un nom qu'ils réutiliseront plus tard. Ces châteaux ne sont pas de simples postes de garde, ce sont des centres de pouvoir, des bases d'opération pour des contre-attaques dévastatrices. Ils quadrillent le territoire, le contrôlent, le soumettent. Ils attirent des colons allemands pour défricher la terre, créer des villes, germaniser la région. Ils construisent des églises, mais surtout des murailles. En quelques années, ils ne se contentent de plus de repousser les Coumans. Ils les pourchassent, les massacrent, et commencent à étendre leur influence au-delà des terres qui leur avaient été concédées. Ils bâtissent un État dans l'État, un domaine quasi souverain qui ne répond qu'à 2 autorités, leur grand maître et le pape à Rome. Le roi de Hongrie devient un spectateur inquiet de leur succès. La rupture était inévitable. L'ordre, enivré par sa propre puissance, commence à ignorer ouvertement l'autorité d'André II. Ils frappent leur propre monnaie, ils appliquent leurs propres lois, ils perçoivent des impôts qui ne vont pas dans les caisses royales. Hermann von Salza, depuis l'Italie, obtient du pape Honorius III, en 1224, une bulle plaçant les territoires de l'ordre en Transylvanie directement sous la suzeraineté du Saint-Siège. C'est une déclaration d'indépendance de fait. Pour le roi de Hongrie, c'est une trahison intolérable. Il a invité des gardiens et ils sont en train de lui voler sa maison. La leçon est brutale. Ne jamais donner à une organisation de guerriers fanatiques plus de pouvoir que vous ne pouvez en contrôler. La puissance militaire, une fois déchaînée, ne connaît pas de loyauté, seulement l'appétit de la croissance. La réaction du roi André est foudroyante. En 1225, il rassemble son armée et marche sur le Burzenland. Ce n'est plus une question de défense contre les païens, c'est une guerre entre chrétiens. Les chevaliers, malgré leur bravoure, sont en infériorité numérique écrasante, leurs châteaux sont assiégés. Après une résistance acharnée, ils sont vaincus et expulsés sans ménagement. L'expérience transylvanienne se termine par une humiliation. Ils perdent tout ce qu'ils ont construit en 14 ans. Mais ils repartent avec un bagage bien plus précieux que des terres ou de l'or, une expérience inestimable. Ils ont appris comment transformer une terre sauvage en domaine profitable. Ils ont appris à organiser une colonisation. Et surtout, ils ont tiré une conclusion cynique et définitive. On ne peut faire confiance à aucun suzerain temporel. Pour bâtir leur État, ils ne devront dépendre que d'eux-mêmes, de l'empereur et du pape. Le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Cette leçon gravée dans le fer de leur défaite les guidera dans leur prochaine et plus grande entreprise. L'échec en Transylvanie n'était pas une fin, c'était le dernier entraînement avant le chef-d'œuvre de leur cruauté. Ils étaient maintenant prêts pour la Prusse.
La nouvelle opportunité ne se fait pas attendre. Alors qu'ils pensent leur plaie, une autre supplique leur parvient du nord. Elle vient d'un prince polonais, Conrad Ier de Mazovie. Son problème est similaire à celui du roi de Hongrie, mais en pire. Ces terres sont ravagées par les incursions des tribus prussiennes, un peuple païen et farouchement indépendant qui vit dans les forêts et les marais le long de la mer Baltique. Les tentatives de les convertir par la parole ont échoué, noyés dans le sang des missionnaires. Conrad a besoin de professionnels, Hermann von Salza, toujours à la manœuvre, sans l'occasion. Mais cette fois, il ne commettra pas la même erreur. Avant d'envoyer un seul chevalier, il passe 2 ans en négociation. Il obtient de Conrad, par le traité de Kruswicka en 1230, la possession pleine et entière de la terre de Chełmno comme base, et plus important encore, la propriété de toutes les terres qu'il conquérait sur les Prussiens. En parallèle, il obtient de l'empereur Frédéric II la fameuse Bulle d'or de Rimini. Ce document impérial place les futures conquêtes de l'ordre sous l'autorité directe de l'Empire, leur conférant un statut de prince du Reich. Ils ne seront les vassaux de personne, ils seront les maîtres. La scène est prête pour une guerre qui durera plus d'un demi-siècle. Une guerre qui ne sera pas une simple campagne militaire, mais une extermination méthodique. La conquête de la Prusse, qui débute en 1230, est le chapitre le plus sombre et le plus sanglant de l'histoire de l'ordre. Ce n'est pas une guerre chevaleresque, avec des batailles rangées et des codes d'honneur. C'est une guerre totale, asymétrique et génocidaire. Les chevaliers avancent lentement, inexorablement, en utilisant une tactique simple et brutale, la construction de châteaux. Ils pénètrent un territoire, choisissent un point stratégique, souvent un ancien lieu sacré prussien, pour ajouter l'humiliation à la défaite, et y construisent une forteresse en bois, et en terre, puis en briques. Ce château devient une base pour des raids, les Reissen, qui terrorisent de la campagne environnante. Ils brûlent les villages, massacrent les habitants, détruisent les récoltes. Leur but n'est pas de vaincre une armée, mais de briser la volonté de tout un peuple. Ils n'offraient demain que 2 choix, le baptême ou la tombe. Souvent, par souci d'efficacité, ils offraient les 2 en même temps. La forêt, qui est l'allié des Prussiens, devient leur tombeau. Les Prussiens ne sont pas des victimes passives. Ils se battent avec la fureur du désespoir. Leur chef, comme le légendaire Hercus Monte, qui a été éduqué en Allemagne et connaît les tactiques de l'ordre, organise une résistance acharnée. Ils tentent des embuscades dans les forêts denses, assiègent les châteaux teutoniques fraîchement construits, pratiquent une guérilla impitoyable. À plusieurs reprises, ils parviennent à repousser les envahisseurs, à détruire leurs forteresses, à massacrer leurs garnisons. 2 grands soulèvements prussiens de 1242 à 1249, puis de 1260 à 1274 mettent l'ordre au bord de l'effondrement. Presque toutes leurs conquêtes sont perdues. Mais l'ordre a un avantage décisif. Il est une organisation internationale. Quand les choses tournent mal, il peut faire appel à des renforts, à des croisés venus de toute l'Allemagne et de l'Europe, attirés par la promesse du salut de leur âme et la perspective du pillage. Chaque soulèvement prussien est suivi d'une répression d'une sauvagerie inouïe. La vengeance de l'ordre est froide, systématique. Ils ne laissent derrière eux que des cendres et des cadavres. La guerre s'achève en 1283. Après plus de 50 ans de combat, la Prusse est soumise. Mais à quel prix ? Sur une population estimée à 170 000 âmes avant la conquête, il n'en reste qu'une fraction, réduite en esclavage ou ayant fui. Leur culture est anéantie, leurs lieux sacrés profanés, leur langue destinée à s'éteindre. C'est une victoire totale, une page blanche sur laquelle l'ordre va maintenant écrire sa propre histoire. Les forêts silencieuses et les marais qui abritaient les dieux prussiens sont désormais le domaine de la Croix Noire. Les chevaliers ne sont plus simplement une force militaire. Ils sont les seigneurs d'une nouvelle terre, une terre qu'ils ont vidée de ses habitants pour la repeupler à leur image. Le sang a cessé de couler pour l'instant. La phase de destruction est terminée. La phase de construction commence. Sur les os d'un peuple effacé de l'histoire, ils vont ériger l'État le plus singulier, le plus efficace et le plus totalitaire de l'Europe médiévale. Le chantier de l'Ordenstadt est ouvert. L'État monastique des chevaliers teutoniques, l'Ordenstadt, n'avait pas d'équivalent dans le monde chrétien.
Ce n'était ni un royaume, ni un duché, ni une république. C'était une théocratie militaire, une corporation dirigée par un conseil d'administration en robe blanche et armure d'acier. Le grand maître était son président-directeur général et Dieu son actionnaire majoritaire silencieux. Le but de cette entreprise n'était pas le bien-être de ses sujets, mais la gloire de l'ordre et l'expansion de sa puissance. La terre prussienne, une fois pacifiée par le génocide, devint une toile vierge pour leur utopie autoritaire. Ils la quadrillèrent avec une précision administrative effrayante, divisant le territoire en commanderies, des districts gérés depuis un château fort par un commandeur. Ce dernier était à la fois chef militaire, juge, percepteur et autorité religieuse. Le pouvoir était absolu, centralisé et ne laissait aucune place à la contestation. La vie dans cet état, c'était la vie sous un contrôle constant, une existence où chaque aspect du quotidien était régi par les besoins et les décrets de l'ordre. Le cœur et le cerveau de ce monstre bureaucratique était le château de Marienbourg. Déplacée de Venise en 1309, la capitale de l'ordre devint la plus grande forteresse de briques du monde. Ce n'était pas seulement un chef-d'œuvre d'architecture gothique, c'était le symbole arrogant de leur pouvoir. Marienbourg était à la fois un monastère, une caserne, un palais, un centre administratif et un entrepôt. Ces murs abritaient les quartiers du grand maître, les salles du chapitre où se prenaient les décisions stratégiques, les scriptoriums où des armées de clercs tenaient une comptabilité méticuleuse et des caves capables de stocker des vivres pour des années de siège. La vie à l'intérieur était réglée comme une horloge, rythmée par les prières, les entraînements militaires et les réunions administratives. C'était l'incarnation de la philosophie de l'ordre, la discipline, l'ordre et la force, mise au service d'une ambition sans limite. La froide symétrie de ces briques rouges reflétait la rigidité de la société qu'elle dominait. C'était une capitale construite sur des ossements, un monument à la gloire d'une conquête impitoyable. L'économie de l'Ordenstadt était aussi contrôlée que son administration. L'ordre possédait directement près des 2/3 des terres, le reste était distribué à des colons allemands attirés par des promesses de privilèges ou à la noblesse prussienne survivante qui avait accepté de collaborer. Mais toute propriété restait sous la coupe de l'ordre. Surtout, les chevaliers établirent des monopoles sur les secteurs les plus lucratifs. Le commerce de l'ambre, cette résine fossile que l'on trouvait en abondance sur les côtes de la Baltique et qui valait de l'or, devint leur chasse gardée. Toute personne surprise à en ramasser ou à en vendre sans autorisation était pendue. Ils contrôlaient les moulins, les droits de pêche, l'exploitation des forêts. Les villes, comme Danzig, Elbing ou Thorn, bien que bénéficiant d'une certaine autonomie et membres de la puissante Ligue hanséatique, étaient soumises à de lourdes taxes. L'État teutonique fonctionnait comme une entreprise géante, exploitant systématiquement les ressources de son territoire et de sa population pour financer son expansion militaire continue. Le profit et la prière allaient de pair, l'un justifiant l'autre. La population native prussienne, quant à elle, fut réduite à un état de servage. Privés de leurs terres, de leurs droits et de leur culture, ils devinrent une main-d'œuvre corvéable à merci. La société de l'Ordenstadt était un système de castes rigides. Au sommet, les frères chevaliers, une élite de nobles allemands qui détenaient tout le pouvoir. En dessous, les prêtres et les frères sergents. Puis venaient les colons allemands, bourgeois des villes ou paysans libres. Et tout en bas, les Prussiens, des étrangers sur leur propre terre. Toute tentative de rébellion était écrasée avec la plus grande brutalité. Un réseau d'espions et d'informateurs s'assurait que la peur reste le principal instrument de gouvernement. Peut-on construire un ordre durable sur la base de la terreur ? L'histoire de l'ordre suggère que oui, mais seulement pour un temps. Car un État qui se définit par l'oppression engendre inévitablement la haine. Une haine qui couve sous la surface, attendant l'occasion de se déchaîner. Le Ordenstadt était une machine parfaitement huilée, mais ses rouages grinçaient du ressentiment de ceux qu'elle écrasait. La paix intérieure était une paix armée, la prospérité, le fruit de l'extorsion. Un tel système, pour survivre, a besoin d'un ennemi extérieur permanent, d'une guerre qui justifie son existence. Heureusement pour l'ordre, cet ennemi existait, juste de l'autre côté de la frontière. Un État fondé sur la guerre peut-il survivre à la paix, ou un État bâti sur le commerce peut-il se permettre l'honneur? Laissez votre verdict dans les commentaires,
Nous avons besoin de stratèges pour nos prochaines conquêtes. Cet ennemi éternel, cette justification idéologique de l'existence même de l'Ordenstadt, était le Grand-Duché de Lituanie. Au XIVe siècle, la Lituanie était une anomalie, un anachronisme, le dernier État païen d'Europe. Un vaste empire forestier s'étendant de la Baltique à la mer Noire, où le peuple vénérait encore les dieux du tonnerre, des forêts et des rivières. Pour l'ordre teutonique, cette situation était une bénédiction divine. La croisade n'était pas terminée. Tant qu'un seul païen foulait le sol européen, leur mission sacrée conservait son sens. La guerre contre la Lituanie devint l'activité principale de l'État teutonique, sa raison d'être, son industrie, la plus profitable. Ce ne fut pas une guerre de conquête territoriale au sens classique comme en Prusse. Ce fut une guerre d'usure, une série de raids destructeurs, une vendetta rituelle qui dura plus d'un siècle. Une guerre qui n'avait pas pour but de se terminer. Ces campagnes militaires, les Reichs, prenaient une tournure singulière. Elles devinrent une sorte d'attraction touristique pour l'aristocratie européenne. Des chevaliers de France, d'Insénance d'Angleterre, de Bohême ou d'ailleurs, en quête de gloire, de pardon pour leurs péchés ou simplement d'aventure, affluaient en Prusse pour participer à ces expéditions. L'ordre les accueillait à bras ouverts à Marienbourg, organisait pour eux des banquets fastueux, des tournois avant de les mener guerroyer en Lituanie. C'était un mélange étrange de pèlerinage armé, de safari et de sports sanglants. On venait en Lituanie comme on irait à la chasse au gros gibier. Le futur roi Henri IV d'Angleterre, par exemple, participa à 2 de ces campagnes. La guerre contre les Lituaniens devint un rite de passage pour la chevalerie européenne. Mais derrière le vernis de la courtoisie et de l'honneur se cachait une réalité sordide. Ces raids étaient d'une brutalité sans nom. Les croisés brûlaient les villages, massacraient les civils et ramenaient des milliers de captifs pour les vendre comme esclaves. C'était le côté obscur de l'idéal chevaleresque, une violence sanctifiée par l'Église. Les Lituaniens, de leur côté, n'étaient pas des adversaires faciles. Ils étaient des guerriers redoutables, parfaitement adaptés à leur environnement. Leurs forteresses en bois, au cœur des forêts et des marais, étaient difficiles à prendre. Leurs tactiques de harcèlement et d'embuscade infligèrent de lourdes pertes aux armées de l'ordre, souvent lourdement équipées et peu mobiles. Des grands-ducs, comme Kęstutis ou Vytautas le Grand, furent des chefs de guerre brillants qui rendirent coup pour coup. Ils menèrent des contre-raids dévastateurs en Prusse, appliquant la même politique de la terre brûlée que leurs ennemis. La guerre devint un cycle sans fin de violence et de représailles, une haine mutuelle transmise de génération en génération. Des batailles majeures, comme celle de la Streva en 1348, virent des dizaines de milliers d'hommes s'entretuer dans la neige. Ce fut un choc de 2 mondes, 2 fois, 2 manières de vivre. Pour l'ordre, c'était une guerre sainte. Pour les Lituaniens, une lutte pour la survie. La guerre est une drogue, et l'ordre teutonique était devenu un toxicomane institutionnel. Pourtant, cette guerre perpétuelle contenait en germe la propre destruction de l'ordre. À force de se focaliser sur la Lituanie, les chevaliers se firent un autre ennemi mortel, le royaume de Pologne. Allié de l'ordre, au début de la conquête prussienne, la Pologne devint son rival, puis son ennemi juré, notamment après que les chevaliers se furent emparés en 1308 de la Pomérélie et de sa capitale, Danzig, un territoire que la Pologne revendiquait. L'ordre se retrouva pris en tenaille entre 2 adversaires puissants. L'apogée de cette arrogance survint lorsque le grand-duc de Lituanie, Jogaila, fit un coup de maître diplomatique. En 1386, il accepta de se convertir au christianisme, épousa la reine de Pologne et devint roi de Pologne sous le nom de Ladislas de Jagellon. D'un seul coup, la principale justification idéologique de la guerre de l'ordre s'effondrait. La Lituanie était devenue chrétienne. La croisade n'avait plus lieu d'être. L'ordre refusa de l'accepter. Ils qualifièrent la conversion de feinte, de ruse du diable. Ils continuèrent leurs attaques, mais désormais, ils n'attaquaient plus des païens, mais d'autres chrétiens. Aux yeux de l'Europe, ils passèrent de champions de la foi à de simples agresseurs avides de terre. Leur propagande ne fonctionnait plus. L'alliance de la Pologne et de la Lituanie créa une superpuissance capable de défier l'État teutonique. L'arrogance, la cupidité et l'aveuglement idéologique avaient conduit l'ordre au bord du précipice. La confrontation finale était inéluctable.
l'ordre, au sommet de sa puissance matérielle, était au plus bas de sa légitimité morale. Une seule journée, sur un champ de bataille boueux, allait suffire à briser le mythe de son invincibilité. Une seule bataille allait faire basculer un siècle de domination. Cette bataille porte un nom, Grunwald. La matinée du 15 juillet de l'an 1410 se leva sur une plaine située entre les villages de Tannenberg et de Grunwald. L'air était lourd et humide, chargé de la tension qui précède l'orage. D'un côté, l'armée de l'ordre teutonique, commandée par le grand maître Ulrich von Jungingen. C'était la fine fleur de la chevalerie allemande, une machine de guerre réputée invincible, bardée d'acier, sûre de sa force et de son bon droit. De l'autre, les forces alliées du royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie, une armée immense et hétéroclite, menée par le roi Ladislas de Jagellon et son cousin le grand-duc Vytautas. Des chevaliers polonais, des guerriers lituaniens, des mercenaires tchèques, des régiments de Tatars. C'était la plus grande bataille du Moyen-Âge, le choc titanesque de deux mondes. Pour l'ordre, c'était le jugement de Dieu. Un jugement qu'ils allaient perdre de la manière la plus spectaculaire et la plus catastrophique qui soit. L'arrogance est un mauvais conseiller sur le champ de bataille, et ce jour-là, l'ordre était ivre d'arrogance. Le grand maître von Jungingen commit la première erreur avant même que le combat ne commence. Impatient de lancer la charge, et agacé par l'attente sous un soleil de plomb, il envoya 2 héros porter 2 épées nues au roi de Pologne. C'était un défi, une insulte, une manière de dire « si vous n'avez pas assez de courage ou d'acier pour vous battre, voici de quoi vous aider ». Ce geste, censé être un acte de défi chevaleresque, fut perçu pour ce qu'il était, une provocation méprisante. Il ne fit que renforcer la détermination des alliés. La bataille s'engagea enfin. La cavalerie lituanienne et tatare chargea la première, mais fut repoussée par la muraille de fer des chevaliers de l'ordre. Les Lituaniens feignirent une retraite, une tactique classique des peuples de la steppe. Les chevaliers teutoniques, croyant la victoire facile, tombèrent dans le piège. Une partie de leurs forces rompit la formation pour se lancer à la poursuite des fuyards, s'exposant et créant une brèche dans leurs lignes. C'était le début de la fin. Le cœur de la bataille fut une mêlée confuse, brutale, une boucherie à une échelle jamais vue. Le cliquetis de milliers d'épées, le choc des lances, les cris des hommes et des chevaux se mêlaient en un vacarme infernal. Le roi de Pologne et le grand-duc Vytautas dirigèrent leurs troupes avec une habileté consommée, exploitant chaque erreur de l'ennemi. Au moment crucial, alors que le combat faisait rage, les Lituaniens qui avaient eu faim la fuite revinrent sur le champ de bataille, prenant les chevaliers à revers. Simultanément, les réserves polonaises entrèrent dans la danse. Pris en étau, désorganisé, l'os teutonique commença à s'effondrer. Le grand maître Ulrich von Jungingen, voyant le désastre arriver, tenta une dernière charge désespérée à la tête de ses réserves. Il fut encerclé et tué. Sa mort sonna le glas de l'armée teutonique. La défaite se transforma en déroute, la déroute en massacre. Le bilan de la journée fut apocalyptique pour l'ordre. La quasi-totalité de son haut commandement, y compris le grand maître, le grand maréchal et des centaines de frères chevaliers, gisaient sur le champ de bataille. Des milliers de soldats et de mercenaires avaient été tués ou capturés. C'était une saignée dont l'ordre ne se remettrait jamais. Le mythe de son invincibilité avait été anéanti en quelques heures. Dans les jours qui suivirent, l'armée polono-lituanienne avança en Prusse, capturant les châteaux les uns après les autres, souvent sans combat, leurs garnisons démoralisées se rendant. Ils arrivèrent devant les murs de Marienbourg. La grande capitale semblait condamnée, mais là, un miracle se produisit pour l'ordre. Le commandeur de Schweitz, Heinrich von Plauen, avait anticipé la défaite. Il s'était précipité à Marienbourg et avait organisé une défense acharnée. Le siège dura 2 mois, mais la forteresse tint bon. Finalement, l'armée alliée, minée par la dysenterie et les dissensions, dut se retirer. Marienbourg était sauvée et avec elle l'État teutonique, du moins pour l'instant. Mais le coup fatal avait été porté. L'ordre était brisé moralement, militairement et financièrement. La rançon à payer pour les milliers de prisonniers était colossale. Les indemnités de guerre exigées par le traité de Thorn, qui mit fin au conflit 1 an plus tard, vidèrent ses coffres. Grunwald n'était pas seulement une défaite militaire, c'était le début d'une longue agonie.
le commencement d'un déclin inexorable. L'ordre avait survécu, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. La bête était mortellement blessée. Elle allait encore se débattre pendant près d'un siècle. Mais ses jours en tant que grande puissance étaient comptés. La chute avait commencé, et elle serait lente, douloureuse et humiliante. Les conséquences de Grunwald furent un poison lent qui rongea Lordenstadt de l'intérieur. L'énorme fardeau financier de la défaite obligea l'ordre à augmenter massivement les impôts. Cette pression fiscale, ajoutée à l'arrogance et au régime autoritaire des chevaliers, devint insupportable pour les sujets de l'État. Les villes marchandes de la Hanse, comme Danzig et Thorn, et la noblesse terrienne qui avait longtemps profité de la stabilité teutonique, commencèrent à voir l'ordre non plus comme un protecteur, mais comme un oppresseur. Le ressentiment, longtemps contenu, éclata au grand jour. En 1440, ces villes et nobles formèrent une alliance, la Confédération prussienne, dont le but était de défendre leurs droits et leurs privilèges contre l'absolutisme de l'ordre. C'était un acte de rébellion ouverte. Le germe de la guerre civile était planté. Ils se sont battus pour la liberté, mais la liberté, dans ce monde, a toujours un prix, et il se paie en sang. La guerre éclata en 1454. Elle est connue sous le nom de guerre de 13 ans. Ce ne fut pas une guerre contre un ennemi extérieur, mais une implosion. L'ordre se battait contre ses propres villes, ses propres vassaux. La Confédération prussienne, se sachant militairement inférieure, fit appel au pire ennemi de l'ordre, le roi de Pologne, Casimir IV Jagellon. En échange de son aide, ils lui offrirent la suzeraineté sur la Prusse. Pour la Pologne, c'était l'occasion rêvée de finir le travail commencé à Grunwald. La guerre fut longue, chaotique et ruineuse pour les deux camps. Ce fut une succession de sièges, d'escarmouches, de trahisons. L'ordre, dont les rangs de frères chevaliers avaient été décimés, n'avait plus les moyens humains de mener une telle guerre. Pour la première fois de son histoire, il dut recourir massivement à l'embauche de mercenaires. Des soldats de fortune venus de Bohême, d'Allemagne, de partout, qui se battaient pour le plus offrant. Les saints guerriers du Christ devenaient de vulgaires employeurs de soudards. L'idéal s'effondrait dans la boue et le sang d'une guerre fratricide. Le point de non-retour, l'humiliation suprême, survint lorsque l'ordre se retrouva à court d'argent pour payer ses propres mercenaires. Ces derniers, dirigés par le chef de guerre tchèque Ulrich Červenka, détenaient plusieurs forteresses clés, y compris la capitale, Marienbourg, qu'ils occupaient en gage de leurs soldes impayés. Après des mois de négociations infructueuses, les mercenaires firent une offre à l'ennemi. Ils proposèrent de vendre les châteaux qu'ils détenaient au roi de Pologne. En 1457, l'impensable se produisit. Pour la somme de 190 000 florins hongrois, les mercenaires ouvrirent les portes de Marienbourg à l'armée polonaise. Le cœur de l'État teutonique, la forteresse qui avait résisté à tous les assauts, fut vendue comme une simple marchandise. Le grand maître dut s'enfuir piteusement à Königsberg, qui devint la nouvelle capitale d'un État en lambeaux. C'était la fin de tout ce que l'ordre représentait. L'honneur, la foi, la discipline, tout cela avait été bradé pour une poignée d'or. Quand on vit par l'épée, on peut mourir par l'épée. Mais quand on se met à payer l'épée, on risque de mourir par la facture. La guerre s'acheva en 1466 par le second traité de Thorn. Ce fut une capitulation totale. L'ordre perdait la moitié de son territoire. Toute la Prusse occidentale, avec Danzig, Thorn et Marienbourg, était annexée par la Pologne, devenant la Prusse royale. Ce qui restait de l'État teutonique, la Prusse orientale avec Königsberg, devenait un fief, un vassal du royaume de Pologne. Chaque nouveau grand maître devrait désormais prêter un serment d'allégeance au roi polonais, son ennemi héréditaire. L'ordre teutonique, qui avait bâti un empire souverain, n'était plus qu'un duché satellite, une relique humiliée. Ils avaient commencé comme des croisés, s'étaient transformés en conquérants et finissaient en vassaux. L'agonie était profonde, mais le coup de grâce n'avait pas encore été porté. Il viendrait d'une direction totalement inattendue, non pas d'un champ de bataille, mais d'un monastère allemand où un moine nommé Martin Luther était en train de mettre le feu au monde chrétien. La survie dépend-elle de la force brute ou de l'adaptabilité cynique ? Dites-nous ce que vous auriez choisi. Les CV de mercenaires sont acceptés. La réforme protestante, qui déferla sur l'Europe au début du XVIe siècle, fut le dernier clou dans le cercueil de l'État teutonique.
Les idées de Martin Luther se propagèrent comme une traînée de poudre en Prusse, une terre où l'impopularité de l'ordre catholique et autoritaire offrait un terrain fertile. Les bourgeois des villes et même une partie de la noblesse virent dans le luthéranisme un moyen de s'émanciper définitivement de la tutelle des chevaliers. Pour l'ordre, c'était une crise existentielle. Son identité même reposait sur sa fidélité au pape et à l'Église catholique. Comment un ordre de moines soldats catholiques pouvait-il continuer à régner sur un pays qui devenait rapidement protestant? Le monde changeait et l'ordre, fossile d'une époque révolue, semblait incapable de s'adapter. C'est alors qu'entra en scène le dernier grand maître de l'ordre en Prusse, un homme qui allait prouver que le cynisme est la forme ultime de la survie. Albert de Brandebourg-Ansbach. Albert était un Hohenzollern, issu d'une des plus puissantes familles de l'Empire. Il fut élu grand maître en 1511 alors qu'il n'avait que 21 ans. C'était un prince de la Renaissance, ambitieux, instruit et pragmatique. Il tenta d'abord de secouer le joug polonais par la voie militaire, déclenchant une nouvelle guerre de 1519 à 1521. Ce fut un échec cuisant qui ne fit que confirmer la faiblesse de l'ordre. Albert comprit que l'avenir ne se gagnerait pas avec l'épée. Il se tourna alors vers la diplomatie et l'intrigue. En 1522, il se rendit en Allemagne et rencontra personnellement Martin Luther à Wittenberg. Le réformateur lui donna un conseil aussi simple que révolutionnaire. Oubliez les règles stupides et chastes de votre ordre, mariez-vous et transformez la Prusse en un duché héréditaire pour vous et votre lignée. Pour Albert, c'était une révélation, une porte de sortie inespérée, une occasion de transformer un poste en déclin en un pouvoir personnel et durable. La foi est un manteau que l'on peut changer quand il devient trop usé. La décision d'Albert fut un chef-d'œuvre de trahison politique. Il embrassa la réforme non pas par conviction religieuse profonde, mais par calcul politique. C'était un coup d'État idéologique. De retour en Prusse, il agit avec une rapidité foudroyante. En 1525, il signa le traité de Cracovie avec son oncle, le roi de Pologne Sigismond Ier. Par cet acte, il sécularisait l'État teutonique. L'ordre, en tant qu'entité souveraine en Prusse, était dissous. Ces terres devenaient le duché de Prusse, une principauté séculière. Et Albert, l'ancien grand maître catholique, en devenait le premier duc, un duc héréditaire. La dernière étape, la plus humiliante, fut la cérémonie d'hommage sur la place du marché de Cracovie. Le 8 avril 1525, Albert de Hohenzollern, vêtu en prince laïque, s'agenouilla devant le roi de Pologne et lui prêta le serment de vassalité. L'ancien ennemi devenait son suzerain. Le grand maître avait trahi tous les serments qu'il avait prononcés. Son vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance au pape. Il avait liquidé l'entreprise pour s'emparer de ses actifs. Pour les frères chevaliers qui refusèrent des sceaux de renier leur foi catholique, ce fut un choc terrible. Ils furent expulsés, leurs biens confisqués. L'ordre teutonique, en tant que puissance territoriale, cessait d'exister. Il avait été fondé sur la foi et il était détruit par un changement de foi. Ce qui avait commencé dans le sang et le feu à Acre, 235 ans plus tôt, s'achevait par un calcul politique cynique sur une place de marché. C'était la fin d'un chapitre, mais pas tout à fait la fin de l'ordre. La branche allemande de l'ordre, dirigée par un nouveau grand maître résidant à Mergentheim, en Franconie, survécut. Elle excommunia Albert, le qualifia d'apostate et de traître, et continua d'exister, mais elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même. L'État, le rêve de puissance, la grande aventure balte, tout cela était perdu à jamais. La Prusse, cette terre façonnée par l'ordre, allait suivre son propre destin, un destin qui, ironiquement, sous la dynastie des Hohenzollern, l'amènerait à devenir un royaume puissant qui éclipserait un jour la Pologne elle-même. L'ordre avait semé les graines de son propre fossoyeur. Après la grande trahison d'Albert et la perte de la Prusse, l'ordre teutonique aurait dû disparaître, balayé par l'histoire comme les Templiers avant lui. Mais il survécut. Tel un fantôme, il continua de hanter les couloirs de l'histoire européenne, une relique d'un âge révolu. Privé de son état et de sa mission guerrière en Baltique, il se transforma. La branche qui subsista au sein du Saint-Empire romain germanique, avec son siège à Mergentheim, devint une organisation très différente.
Ce n'était plus une force militaire souveraine, mais une sorte de club exclusif pour l'aristocratie catholique allemande. Pour y être admis, il fallait prouver ses quartiers de noblesse. Les frères chevaliers n'étaient plus des moines soldats endurcis par les guerres païennes, mais des cadets de grandes familles, qui trouvaient dans l'ordre une carrière, un statut et des revenus. L'épée rouillait dans son fourreau remplacé par les intrigues de cour et la gestion des vastes domaines que l'ordre possédait encore en Allemagne, en Autriche et en Italie. Ils étaient devenus des propriétaires terriens en uniforme. Pourtant, l'esprit guerrier ne s'était pas totalement éteint. L'ordre trouva un nouvel ennemi, ou plutôt un vieil ennemi de la chrétienté, l'Empire ottoman. Tout au long des XVIe et XVIIe siècles, les chevaliers teutoniques participèrent, bien que modestement, aux grandes guerres contre les Turcs. Des contingents de l'ordre combattirent aux côtés des armées des Habsbourg en Hongrie et dans les Balkans. Le grand maître servait souvent comme général dans l'armée impériale. Ils étaient présents au siège de Vienne en 1683, qui marqua le début du reflux ottoman en Europe. Mais leur rôle était secondaire. Ils n'étaient plus les acteurs principaux, mais des figurants dans le grand théâtre de la guerre européenne. Leur croix noire était un symbole respecté du passé, un écho de leur gloire d'antan, mais elle n'inspirait plus la terreur ni le respect d'autrefois. L'ordre était devenu une institution de prestige, un vestige vivant, mais son cœur ne battait plus au même rythme que le monde. Le coup de grâce, ou ce qui aurait dû l'être, fut porté par un homme qui redessinait l'Europe à sa guise, Napoléon Bonaparte. En 1809, après sa victoire sur l'Autriche à Wagram, l'empereur des Français décréta la dissolution de l'ordre teutonique dans tous les États de la Confédération du Rhin. Ses biens furent confisqués et distribués aux alliés allemands de Napoléon. Le siège de Mergentheim fut perdu. C'était, semblait-il, la fin définitive. Seule une petite branche de l'ordre fut autorisée à survivre, mais uniquement sur les terres de l'Empire autrichien, sous la protection directe de l'empereur des Habsbourg. L'ordre devint une institution purement autrichienne, son grand maître étant souvent choisi parmi les archiducs de la famille impériale. Son rôle était désormais principalement honorifique et caritatif. La boucle semblait presque bouclée, il revenait à une forme de service, loin des champs de bataille. Le lion édenté était retourné à sa niche viennoise. Pendant tout le XIXe siècle, l'ordre mena une existence discrète, presque oubliée. Il gérait ses hôpitaux, ses écoles, ses œuvres de charité. C'était une vie paisible, une longue retraite après des siècles de fureur. Mais l'histoire n'en avait pas fini avec lui. Le nationalisme allemand, en pleine ascension, cherchait des héros et des symboles dans le passé médiéval. Et qui de mieux que les chevaliers teutoniques, ces guerriers qui avaient conquis et germanisé des terres à l'Est. Des historiens comme Heinrich von Treitschke commencèrent à réécrire leur histoire, effaçant la cruauté et la cupidité pour ne retenir que l'image de pionniers de la civilisation allemande, de porteurs de culture face à la barbarie slave. L'ordre, malgré lui, était en train de devenir une icône. Un symbole puissant dont la signification allait être tordue et pervertie d'une manière qu'aucun frère chevalier n'aurait pu imaginer. Une ombre bien plus sombre que Napoléon se profilait à l'horizon du XXe siècle, une ombre qui allait s'emparer de la croix noire pour la plonger dans l'abîme. L'arrivée au pouvoir du national-socialisme en Allemagne en 1933 marqua la résurrection la plus sinistre de l'héritage teutonique. Adolf Hitler et les idéologues du Troisième Reich virent dans l'histoire de l'ordre la préfiguration de leur propre projet. La conquête médiévale de la Prusse et de la Baltique fut réinterprétée comme la première manifestation du Drang nach Osten, la poussée vers l'Est, ce besoin vital pour le peuple allemand de conquérir son Lebensraum, son espace vital, aux dépens des peuples slaves, considérés comme des sous-hommes. Les chevaliers teutoniques furent arrachés à l'histoire et transformés en héros proto-nazis, des guerriers ariens modèles, impitoyables et dévoués, qui avaient de compris que le destin de la race supérieure était de dominer l'Est par le fer et le sang. La croix noire, symbole de l'ordre, fut adoptée par la Wehrmacht et la Luftwaffe, apparaissant sur les chars qui déferlèrent sur la Pologne en 1939 et sur les avions qui bombardèrent Varsovie. Un symbole de foi était devenu un emblème de la haine industrialisée.
La propagande nazie exaltait l'ordre comme un parangon de la discipline, du sacrifice et de la pureté raciale. Les châteaux de l'ordre, et en particulier Marienbourg, annexés au Reich après la conquête de la Pologne, devinrent des lieux de pèlerinage pour les dignitaires nazis et les jeunesses hitlériennes. Heinrich Himmler, le chef de la SS, était particulièrement obsédé par l'ordre. Il voyait sa SS comme une réincarnation moderne des chevaliers teutoniques, un ordre d'hommes d'élite, liés par le sang et l'idéologie, chargé de coloniser et de pacifier les territoires conquis à l'Est. L'ironie tragique est que l'ordre teutonique historique, celui qui existait encore en Autriche, fut dissous par les nazis après l'Anschluss en 1938. Les vrais chevaliers étaient une organisation catholique et supranationale, tout ce que le régime haïssait. Mais cela n'avait pas d'importance. Le mythe était plus puissant que la réalité. L'image déformée de l'ordre servit de caution historique à des crimes d'une ampleur sans précédent. L'héritage des saints assassins était revendiqué par les assassins du XXe siècle. Après la défaite de l'Allemagne nazie en 1945, l'ordre teutonique, comme l'Allemagne elle-même, dut faire face à son héritage maudit. L'association avec le nazisme avait profondément sali son image. Pourtant, l'ordre fut rétabli en 1947 en Autriche et en Allemagne. Mais il ne pouvait plus être le même. En 1929, bien avant la montée du nazisme, le pape Pie XI l'avait déjà transformé en un ordre purement clérical, renonçant définitivement à son caractère militaire et aristocratique. Après la guerre, cette transformation s'accéléra. L'ordre se redéfinit, se purifia et tenta de revenir à ses racines les plus profondes, celles de la tente hôpital devant les murs d'Acre. Il redevint ce qu'il était à l'origine, une organisation caritative catholique. Aujourd'hui, l'ordre teutonique, officiellement appelé l'Ordre des Frères de la Maison allemande de Sainte-Marie de Jérusalem, est une petite institution discrète. Il est composé de prêtres, de religieuses et de membres laïcs. Il ne porte plus l'armure, mais la blouse d'infirmière ou la soutane. Il gère des hôpitaux, des maisons de retraite, des écoles, des paroisses en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Slovénie. La boucle est bouclée. Les conquérants sont redevenus des soignants. Ils ont survécu à tout, à la perte de la Terre Sainte, aux défaites militaires, à la Réforme, à Napoléon, à Hitler. Mais peut-on vraiment effacer des siècles de sang ? L'histoire de l'ordre teutonique est un miroir tendu à notre propre humanité. Elle nous montre comment la plus noble des intentions, la volonté de faire le bien, peut, lorsqu'elle est armée d'un pouvoir absolu et d'une certitude inébranlable, engendrer les pires monstruosités. Ils ont commencé par vouloir sauver des vies. Ils ont fini par en détruire des millions. L'histoire a montré que toute idée, même la plus noble, peut devenir une arme. La question est de savoir qui la tient. Dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui définit le vrai visage de l'ordre ? Sa naissance charitable ou son histoire sanglante ? Écrivez votre réponse dans les commentaires, car le passé ne se tait jamais.